il y a Antoine BM, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui a dit que fallait faire des vidéos tous les jours si on voulait progresser, même si c'était tout pourri, tout fucké et tout. Ça m'a parlé. Il disait le moment le plus dur en fait, et je le confirme vraiment, c'est celui où on allume la caméra et on sait pas foutre mot de ce qu'on va dire. En ce moment, j'ai une période vulgaire parce que je suis énervée, je suis vénère. Je suis vénère et je suis déprimée sans aucune raison aussi. Enfin, il y a déjà, premièrement, il n'y a pas besoin de raison pour être triste. Moi, j'ai eu une vie difficile, alors peut-être que c'est pour ça, j'en sais rien. Mais bon, et si on devait être triste tout le temps quand on a eu une vie difficile, ce serait chiant, ce serait dur. Ouais. Vivement que je reçoive mes nouvelles lunettes, parce que celles-là, elles sont scotchées depuis longtemps. Puis voilà. Donc voilà, je les reçois demain. C'est trop bien. Quelle info. Demain, après 2 mois d'attente, je vais enfin avoir les notes des partiels. En fait, après 2 mois, voilà quoi, il y a même plus de stress. Enfin, peut-être que demain, en fait, rien que d'en parler, je sens le stress là au fond de moi. Demain, quand je vais ouvrir le NT, c'est là où, genre, ça s'appelle l'espace numérique de travail des étudiants, donc c'est là où on reçoit toutes les infos et tout. Je sens que j'aurai un pic de stress, quoi. En fait, c'est sûr. Parce que ça voudra dire, ça y est, je sais, je vais savoir si je me suis complètement foirée ou pas. En fait, je voulais montrer quelque chose à la caméra parce que c'est plutôt drôle. Voilà, c'est Freddy. Donc il a un petit cactus et il y a un bébé cactus sur sa tête. Hop. Et bon voilà, c'est drôle quoi. Moi j'aime pas Freud. Mais bon, il était smart, on peut dire quand même. Il était ultra smart. C'était un visionnaire de malade. Non, franchement, il avait capté des choses de ouf, hein. Voilà, c'est pas pour faire une ode à Freud, bien loin de là. Mais voilà. Et mes cours en ce moment, c'est trop fou. Enfin, pas forcément en ce moment, mais aujourd'hui, par exemple, hier, par exemple, faut que j'arrête de dire par exemple, même dans mes cours, je dis tout le temps par exemple. Hier, j'avais rendez-vous chez le psy, et en discutant avec ma sœur, enfin, moi j'ai arrêté de voir mes parents, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, même plusieurs, hein, ça a été un sujet vraiment important pendant un temps dans ma vie. Ça c'est moche, je sais. Ça me déplaît fortement, mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, des fois il faut faire des concessions dans la vie. Et donc j'avais parlé de ça. Et hier, ma sœur, elle était dans un conflit en fait, parce que elle sait pas si elle doit présenter les parents, ses beaux-parents à mes parents, quoi. Les parents de son copain à mes parents. Elle était vraiment dans un conflit énorme de savoir qu'est-ce qu'elle allait faire et tout ça. Et moi, je lui ai dit qu'il fallait suivre son instinct. On m'a offert une bague aujourd'hui. Enfin, mon copain. Elle est jolie, hein. Voilà. Rudy avait ces façons-là. Il a sorti du paquet. Enfin, il a reçu de la poste. J'ai dit, tiens, un petit paquet et tout. Et là, il ouvre. Hop, il me dit, ah bah tiens. Ok, merci. Bon, après, je vous l'avais demandé. Enfin, il m'en avait déjà offert une qui était vraiment beaucoup plus jolie que celle-ci, mais je l'ai perdue parce que je perds tout, de toute façon. Et donc là, j'explique à Rudy que nous, on a été élevés, j'ai vraiment du mal à parler, mais c'est pas grave. On a été élevés avec un père vraiment omniprésent, beaucoup trop présent. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Moi, il était sur mon dos, mais perpétuellement, c'était l'enfer.
et à nous faire passer un message. Enfin, il y a eu plusieurs choses qui sont revenues dans ma thérapie et qui sont revenues le lendemain dans mes cours de psycho, quoi. Et en gros, on parlait d'un cas très connu, c'est le cas du président Schreiber. C'est un mec, en fait, dont le père... c'était il y a longtemps, c'était en 1800. Enfin, dans les années 1800 ou avant-guerre, enfin, je sais pas trop. Ouais. En fait, il créait des machines qui étaient censées améliorer la posture des enfants. Mais c'était des machines, ça ressemblait à des engins de torture, quoi. C'était horrible. Et donc, on suppose qu'en fait, le mec testait les machines sur son fils. Et le fils, vers 50 ans, donc le président Schreiber, vers 50 ans, a pété un câble total. Donc il est tombé complètement dans la paranoïa. Et en fait, on parle dans la paranoïa, apparemment, enfin, pas apparemment, j'ai appris que on parle de trucs de morcellement. J'ai tellement pas l'habitude de dire des vérités que... En fait, j'ai toujours l'habitude, parce que j'ai toujours peur de dire des conneries, mais de dire... alors, il paraît qu'on m'a dit que... Ah, un tel m'a dit ça, mais souvent, je veux pas oser dire des choses réelles. Enfin, comme si elles étaient réelles, les affirmer. Mais là, j'ai appris dans mon cours, donc... clairement, je peux l'affirmer. Et donc, dans la paranoïa, il y a quelque chose qui s'appelle l'angoisse de morcellement. Et moi, ça, c'est un truc que je peux raconter, parce que c'est ultra intéressant. Je trouve, enfin, c'est super intéressant d'en entendre parler. Un jour dans ma vie, un jour, ou deux, ça va peut-être durer 2 jours, j'ai pris de la drogue vraiment beaucoup trop, mélangé, enfin, un cocktail molotov, enfin, voilà. Cocktail un peu genre, tu sais, pas manger, alcool, space cake, fumée, tout. Ah si, j'avais tout fait là, complètement. En plus, je pense que je prenais des antidépresseurs à l'époque. Enfin, voilà, le combo gagnant. Et le lendemain, ouais, le lendemain, donc j'ai vomi, tout ça, j'ai eu un trou noir énorme, j'aurais pu me faire violer pendant ce temps. Bon, bref. Peut-être si je m'étais fait violer, je m'en serais souvenu, mais bon, quand t'as un trou noir, ça veut dire que tu sais pas, pendant un temps, tu sais pas ce qui s'est passé. Je bouffe avec des petits cuillères en plastique, parce que je kiffe les couverts en plastique. Tu sais pas. Et ben le lendemain, j'ai eu cette angoisse de morcellement. Et pas que ça. En fait, c'est quand on a l'impression que son corps qu'une partie de son corps se disloque, se dissout, se dédouble, ou comme si quelque chose n'appartenait plus, en fait, comme si la partie de ton corps n'appartenait plus à ton corps. C'est un peu ça, l'angoisse de morcellement. Bizarre. Et lui Schreiber, par exemple, il se décomposait. Il disait que, enfin, dans son délire, donc qu'il croyait, pour lui c'était vrai. En gros, son corps se décomposait, il avait déjà plus qu'un rein depuis longtemps. Enfin, en gros, il disait si j'avais été un homme normal, en gros, je serais déjà mort depuis longtemps, mais comme j'ai des trucs de... Comme j'ai la protection de Dieu qui m'envoie ses rayons, il m'envoie ses rayons protecteurs, et du coup, c'est comme ça que j'arrive à survivre. Mais enfin, c'est horrible, parce que une personne paranoïaque dans son délire, elle le croit. Et peut-être même elle le ressent, en fait, elle le ressent, elle dit dans mon corps il y a ça, il se passe ça. Et donc moi avec la drogue, bah, j'avais cette angoisse de morcellement parce que j'ai eu tellement mal au ventre, j'ai vraiment, c'était atroce, c'était infernal. Et c'est comme si mon ventre n'était plus mon ventre, il se séparait de moi et en fait j'en avais 3. Dans mon délire il y en avait 3, voilà. C'était ça, c'était le chiffre 3. Il y en avait pas 2, il y en avait 3. Et le lendemain, c'était pas le lendemain, c'est peut-être le surlendemain. Le lendemain, j'étais juste dead, en fait, je pouvais pas parler. Enfin, c'est ma soeur qui est venue me chercher, en plus. C'est ma soeur qui était venue me chercher, ma petite soeur. Et elle me disait, mais t'aurais dû te voir. T'arrives même pas à parler, en fait. Et... Par contre, le surlendemain, j'ai retrouvé la parole et en fait, c'est comme si... Et ça, donc du coup, c'est aussi un truc de délirant, quoi. Un symptôme délirant. Et ben je parlais. En fait, j'ai passé ma journée au téléphone et dans ma tête, et je me sentais, je vous jure, sombrer dans la folie. J'étais dans la folie. C'est une histoire que je raconte souvent, parce que ça m'a fait un choc quand même. Enfin, je veux dire que c'est comme s'il y avait eu un avant et un après cette prise de drogue. Ça m'a complètement fait
un bug de cerveau, un électrochoc. Bref, je devrais travailler plus tôt. J'ai bientôt des partiels de statistiques en maths. Enfin, de maths, quoi, de statistiques. Et ça aussi, ça porte un nom, mais je sais plus. Mais bref, c'est comme si, en fait, j'allais péter les plombs, mais ça allait, genre, péter... véritablement, j'allais sombrer du mauvais côté de la force donc dans la folie, si je n'étais pas en train de parler à quelqu'un. Donc je parlais, et voilà, et c'était une angoisse extrême. Et en fait, pour en revenir à cette histoire avec mon père et tout, je me dis, le mec, il a pété les plombs complètement à 50 ans. Il a eu une première phase de crise, mais il a guéri, ça a duré 1 an, il a guéri, et ensuite il en a fait une deuxième, et là ça a duré plus longtemps, et en tout cas lui il a écrit un livre qui parlait de toutes ces angoisses et tout, et en fait on disait enfin le prof disait que c'était... En gros son père s'était permis de modeler son corps. C'est comme s'il pouvait faire tout ce qu'il voulait de son corps, en fait, le père de lui, du président Schreiber. Et il a rejoué ça. Et du coup, c'est comme dans un viol, par exemple, quand un enfant subit un viol ou un inceste ou des violences sexuelles, il ne peut pas s'expliquer ça. Il l'intègre pas, il le comprend pas, et surtout quand c'est d'un... Donc là, c'était en plus un père, et le père disait... que c'était pour son bien. Il y a un livre qui s'appelle C'est pour ton bien, qui est génial, de Alice Miller, C'est pour ton bien. Tous les enfants qui ont subi un peu des violences de leurs parents et qui finalement ont pas encore franchi cette étape de remettre leurs parents en question, de remettre ça, le côté... Et puis même en fait, quand on est enfant, c'est ce que je disais du coup à mon copain, mais quand on est enfant, t'as ton parent qui vient te dire... Déjà, t'es pas un bon enfant parce que tu m'amènes à faire... par exemple, un père ou une mère qui va s'énerver contre son enfant et après, ah, regarde ce que tu me fais faire, en fait. Genre, c'est toi, tu déclenches en moi cette agressivité. En fait, ils se déresponsabilisent. Donc, bref, les parents, de toute façon, ils font comprendre par tous les moyens à leur enfant que c'est lui le mauvais enfant, quoi. Mais par contre, à côté de ça, ils font comprendre à leurs enfants que... eux sont des bons parents, que chaque chose qu'ils font, c'est pour leur bien, mais l'enfant sent une discordance entre les propos tenus et son ressenti très, très douloureux à se faire maltraiter, quoi. Et moi, c'est exactement ce que j'ai compris hier et que j'ai dit, en fait, c'est cette espèce de discordance, j'ai bien ressenti, et je ne peux plus supporter ça, je ne veux plus l'hypocrisie, donc c'est pour ça que j'ai décidé de couper les ponts avec mes parents, ou que si je les revois, ou que si je revois mon père, c'est en lui ayant dit au préalable, ok, on va se revoir, mais là, il y aura pas de contact, il y aura pas, fuck l'hypocrisie, là, je veux plus entendre ça. Parce qu'il faut arrêter de faire bonne figure, de vouloir faire bonne figure devant tout le monde, et de me faire croire que ce que tu fais, c'est pour mon bien, parce que je sais bien que c'est pas pour mon bien, mais que c'est pour te redorer ton propre ego qui est tout pourri, ton propre... ton besoin de reconnaissance qui est un puits sans fond et qui vient prendre toute mon énergie et me faire du mal, quoi. Je veux dire, il reste mon père, et au final, j'ai quêté un peu, peut-être toute ma vie, sous un amour que j'ai jamais eu, véritablement, sincèrement. Et il y avait que des choses qui se faisaient en public, et là, t'as le droit de dire... bref, et de toute façon, on sent bien la discordance dans ces cas-là. Mais l'enfant la comprend pas. L'enfant la comprend pas, et si la personne, pour venir la valider, il bug. Et du coup, il vient tenter par son délire de rattraper ça, de faire dédisjoncter ça. On peut aller aussi de clivage, en gros. Le clivage, c'est le fait de pouvoir se dissocier. Par exemple, quelqu'un qui... j'ai regardé une vidéo, c'est vrai que c'est plutôt horrible de regarder des vidéos comme ça, mais si je veux devenir psy, il faut que je... Puis je me suis endurcie, donc c'était une femme qui parlait d'inceste. Voilà, de toute façon... On dit par rapport aux incestes que ce qui se produit, c'est l'indicible.
Mais au final, quand on veut le dire, bah voilà, comment tu veux parler d'inceste c'est cru de toute façon. Et elle décrivait, elle a mis les mots dessus et c'était horrible. Oh. De toute façon, l'inceste, c'est un truc qui me perturbe. Même les viols, enfin, voilà, tout ça, c'est forcément, ça perturbe n'importe qui. Mais bon, je dois savoir dans ma pratique ce que c'est, ce que ça implique. Et elle a parlé de ce phénomène de dissociation. En fait, elle a dit que c'est comme si elle s'était extraite de son corps et qu'elle voyait la scène extérieurement, en fait, comme si ça lui était pas arrivé à elle. Je me trouve moche là. Et mais c'est pas grave. Enfin, je sais que objectivement, je sais que je suis belle. Hein. Mais c'est juste que moi, je suis pas objective. Je suis moi-même, donc des fois, je vois pas ça. Puis il y a des jours, il y a des fois, je me regarde avec un nouvel œil et je me dis, mais même souvent, hein. Et je me dis, ah, mais je suis belle en fait. Je suis assez narcissique hein, comme personne. Enfin, en tout cas, par rapport à. Enfin, je me kiffe quoi. Je kiffe mon body et ma gueule, mais pas tout le temps, voilà. Et puis bon, bref. Et donc voilà, le clivage, donc c'est quand on vit un traumatisme, cette faculté, ce mécanisme de défense qui te permet de te détacher de ton corps. Donc on en a parlé aujourd'hui en cours et c'était vachement cool. Et voilà. Bon, comme c'est une vidéo pour YouTube, je ne pourrais pas parler de tout. Quand même. Il y a des limites là, à ce qu'on peut dire de sa vie personnelle sur YouTube. Parce que moi, même si mes vidéos là, je les poste juste pour moi. Enfin, pour moi et les 2-3 personnes qui tomberaient dessus par hasard. Et bon, bref, on sait jamais et tout. En tout cas, lundi même, donc lundi 8 mars, j'ai mon deuxième rendez-vous de diagnostic, enfin. Donc là j'imagine ce sera la suite de la biographie qu'on va écrire. Putain, ça va être hardcore. Parce que c'est ça, les diagnostics, bah t'as 2-3 rendez-vous qui servent à écrire toute la biographie. Et donc c'est ça qui va dire si en fait... Parce que parfois, quand on a été comme moi, multi-traumatisé tout au long de son enfance et tout, on développe l'autisme, en fait. Enfin, non, je ne veux pas dire qu'on développe l'autisme, parce que je sais très bien que l'autisme, on est avec, et qu'on ne peut pas dire « Ah, il est tombé autiste », comme on dirait « Il est tombé malade ». Et surtout, c'est un sujet hyper sensible, il faut blesser personne là-dessus et tout, mais en tout cas, ça devient... On développe des choses qui sont très similaires à l'autisme, des comportements et tout ça, et ça devient plus difficile à diagnostiquer, quoi. Et moi, comme je suis typiquement dans le cas, enfin, en tout cas, d'aussi loin que je me souvienne, et de l'analyse que j'ai faite personnelle et tout, j'ai toujours eu tous ces traits qui ressemblent à des traits autistiques, alors, ou c'est peut-être juste un trouble de l'attention avec hyperactivité, un truc comme ça. Mais du coup voilà, enfin je veux savoir et je sais plus, je suis trop fatiguée, j'ai eu une journée de fou, donc je vais arrêter là.